Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Misraki. Christophe Misraki vient de sortir le premier tome d'une trilogie fantasy, Pandemon, dont le premier tome est sorti quand, Christophe, exactement? Bonjour Christophe. Bonjour Cécile, il est sorti le 4 février. D'accord, et il s'appelle La prophétie de l'arbre. Donc tu es un écrivain, tu es un homme de communication, tu as baigné dans la musique depuis tout petit, puisque tu es le fils de Paul Misraki, que l'on connaît tous sans parfois savoir qu'on le connaît. Je voulais que tu nous fasses un petit rappel sur qui était ton papa, et ça va nous amener à discuter de toutes les rencontres qui ont été marquantes pour toi ces dernières années. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Tout va très bien, Madame la Marquise. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. La musique de Et Dieu créa la femme, le film de Vadim avec Bardot, des musiques de films de Godard, etc. Enfin, concrètement, toute la musique de Ray Ventura et ses collégiens, des chansons chantées par Salvador, Montand, Lucienne Boyer, Piaf, et même Nicoletta à la fin, avec Les volets clos. C'est une œuvre absolument gigantesque. C'est de mon père, parce qu'il était le compositeur de musique et parfois aussi le parolier de tout ça. 180 musiques de films au total, plus les chansons, etc. Donc, Et un donc il père fait vraiment partie de l'imaginaire collectif. absolument, qui fait partie de l'imaginaire collectif et dont on dit qu'il a sérieusement influencé la mélodie du XXe siècle, parce que c'était un grand mélodiste. D'accord, J'ai baigné là-dedans toute mon enfance, puisqu'il composait à la maison, dans un silence de cathédrale, parce qu'il fallait pas le déranger pendant qu'il composait, parce qu'il avait toute la musique dans la tête. d'accord. Donc c'est marquant, parce qu'on me disait, oh, ça doit être génial chez toi, il doit y avoir de la musique tout le temps. Eh ben non, D'accord. C'était silencieux. c'était c'était un silence total. D'accord. Donc il y avait il y a cette empreinte extrêmement forte chez toi. Et puis nous on s'est rencontrés sur les réseaux sociaux ces dernières années. Donc j'ai l'impression que ça s'est dessiné ces dernières années. Tu as eu à cœur de faire vivre la mémoire de l'œuvre que laissait derrière lui ton papa. C'est ça. Hein. C'est ça. J'avais repris le flambeau de faire vivre ce patrimoine. On avait choisi ça en famille. Et donc, je suis devenu ministre de la Culture dans la famille. D'accord. Et j'ai vu arriver une année en 8. Or, mon père est né en 1908 et est mort en 1998. Oui. Et donc, une année en 8, c'est à la fois l'anniversaire de sa naissance et l'anniversaire de son décès. Mhm. Ce qui permet d'obtenir du média et donc d'envisager de faire une année avec des hommages de toutes sortes. D'accord. J'ai démarré ça avec rien, avec seulement ma capacité d'homme de communication, comme tu disais Bon, au début, ce qui est déjà pas mal. qui aide, ce qui m'a permis de faire un dossier de presse Oui. et de lancer partout des cannes à pêche pour essayer de trouver du réseau qui soit tenté de faire quelque chose. Et ça a Mhm. marché au-delà de toutes mes espérances, puisque entre concerts, spectacles original, renaissance de 2 opérettes, émissions de radio, conférences, expositions, on a fait 46 dates sur C'est 2018 et énorme. 19. C'est énorme. Donc c'était super, c'était vraiment super. Mais donc, ce que tu me disais pendant la préparation de cette émission, de cet épisode, c'était que toi, finalement, tu t'es investi dans ton métier de communicant, mais que parallèlement, tu avais enfoui en toi des envies d'artistique qui avaient du mal à émerger du fait de cet héritage en même temps, qui était parfois aussi un petit peu compliqué à porter et que tu te sentais peut-être pas forcément toujours autorisé à avoir ta propre empreinte artistique. C'est Tout ça? à fait Je raison, tu as me... tout à fait raison. Si on le fait en 2 minutes, j'ai tenté de me libérer en faisant de la photo. Oui. Et du jour où j'ai gagné un concours et donc été exposé et publié, j'ai tout arrêté. Ensuite, je me suis attaqué à l'écriture du roman dont on va parler plus tard. Mhm, Quand je l'ai terminé, je l'ai mis dans un tiroir et j'en ai jamais rien fait. mhm. Et donc, il y avait effectivement cette relation paradoxale qui faisait que j'entamais des choses en artistique et puis que je m'arrêtais en route, surtout si ça commençait à marcher. Alors, sauf que grâce à une rencontre, tu laisses parler enfin cette envie, tu t'autorises, on te légitime à avoir cette ambition artistique
et c'est la rencontre avec Isabelle Tavot qui te permet, comme on dit, de faire tomber le plafond de verre, de briser ce plafond de verre et de commencer à te réaliser en tant que Christophe Misraki. Alors, est-ce que tu peux nous raconter, qui est Isabelle Tavot, votre rencontre, et qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Isabelle Tavot dirige une association qui s'appelle l'apprenti musicien, qui initie les enfants même très jeunes, puisque j'ai vu un bambin de 3 ans avec un violon de sa taille, c'était très, très, très drôle, mais elle initie donc tous les enfants qui le souhaitent, dans le 12e et dans le 14e arrondissement de Paris, à la musique, à l'instrument, tous les instruments, et elle organise régulièrement des concerts de fin d'année des enfants de l'apprenti musicien. Et c'est une amie commune dans le milieu associatif qui me fait rencontrer Isabelle Tavot quand je lui parle de ma recherche de gens qui sont capables de faire un spectacle pour l'année Paul Misraki, de créer un spectacle original. Et on me dit, Isabelle Tavot, non seulement il y a des enfants de l'apprenti musicien, mais elle a tout un réseau, ça pourrait faire un super spectacle de chansons de Paul Misraki avec plein d'enfants sur scène, rencontre-la. Et je rencontre Isabelle et la rencontre se passe très bien. Je perçois tout de suite quelqu'un qui a de l'énergie, de la confiance et une immense bienveillance. C'est vraiment les 3 qualités que je ressens tout de suite et qui me frappent et qui font que je me dis, je vais pouvoir embarquer dans une aventure artistique Paul Misraki avec Isabelle Tavot parce que je peux compter sur ces 3 qualités-là. Elle est énergique, elle fait bouger les choses et je le sens tout de suite dans la façon de parler, dans la frange de ses cheveux qui est droite, comme on peut pas être plus droite. On fait pas des tours, etc. C'est tout de suite, c'est très clair. Oui, on fait comme ça, etc. C'était très bien. Et beaucoup de bienveillance. Et notamment, là où elle a un rôle clé vis-à-vis de moi, c'est que je lui propose une idée. Je lui dis, je viens de voir un spectacle où la petite fille du compositeur Irving Berlin est intervenue sur scène pour raconter l'histoire des chansons. Et c'était bien parce que ça nous faisait écouter les chansons ensuite dans un autre esprit. Donc, je peux faire ça, moi. Je peux monter sur scène et raconter l'histoire des chansons avant qu'on les chante. Et Isabelle me dit, oui, mais non, mais ça, c'est pas intéressant parce que parler en public, tu sais le faire, ça te fait pas peur, tu as l'habitude en tant qu'homme de marketing et de communication. Ce qu'il faut qu'on fasse pour que ce soit vraiment un spectacle, c'est qu'il faut qu'on te fasse sortir de ta zone de confort. D'accord. Donc, tu vas m'écrire des sketchs drôles. Et puis, tu vas me les jouer avec 2 de mes élèves qui sont des acteurs, qui ont un cinéma long comme ça, et qui vont te donner la réplique. Donc, ton sketch, il faut que ce soit avec 3 personnes. Donc là, oui, elle te sort vraiment de ta zone de confort et puis elle pressent chez toi que tu as cette possibilité-là. Ah bah ça c'est peut-être c'est à elle qu'il faut le demander. C'est un talent chez elle de voir ça en toi. Voilà, je pense que ça fait partie de cette bienveillance et de cette capacité de confiance dont je parlais tout à l'heure, parce que effectivement, quand elle me dit ça, elle me le dit même, c'est ça qui est drôle, d'une telle façon que moi-même, je n'arrive pas à penser que je pourrais ne pas le faire. Voilà, c'est ça. C'est extraordinaire. Oui. Donc elle te donne une confiance extraordinaire en toi à ce moment-là. Elle m'envoie une telle confiance d'elle en moi sur ça que si elle te dit ça, c'est que toi tu peux. Et qu'elle m'alimente en confiance sur moi sur ça. Et donc oui, je fais ça. Tu te lances. Je me lance. Et donc, j'écris des sketchs et donc, je me suis retrouvé au Théâtre des Jazets à Paris, le plus vieux théâtre de Paris, pas n'importe lequel. 2 soirs, 500 personnes à chaque fois, avec des gens absolument formidables. J'étais habillé en grand orchestre du Splendide parce que Xavier Thibault, le leader du grand orchestre du Splendide, m'a prêté son costume. Et on était donc 250 enfants et adolescents sur scène, et des gens complètement dingues de l'école Rognoni, du collège Rognoni, de l'école Casalet de Pamiers, dans l'Ariège, et des petites mains symphoniques aussi. Et donc, avec tout ce monde-là, on a fait 2 soirées absolument dingues, mais ces soirées, elles étaient rythmées avec mes sketchs, à moi, que j'avais écrits, grâce à l'aide d'une formidable metteuse en scène, Stéphanie Pétrequin, qui m'a aidé sur les quelques moments. Oui, bien sûr. C'est super important parce qu'il y a un métier là-dessus. Oui.
Et, clair. et c'est dingue de sentir, quand on fait une vanne, de sentir le public qui réagit et qui vous renvoie du rire. C'est extrêmement puissant comme moment. Alors, donc, c'est une vraie rencontre. Alors, au-delà de la rencontre avec Isabelle Tavot, tu rencontres quelque part le plaisir qu'on peut avoir dans un one-man show, de cet échange qui peut se faire entre quand on est sur scène et la salle, Oui, absolument. hein, de ce que nous renvoie la salle. C'est dingue. C'est dingue. Et c'est un moment extrêmement puissant. Par le rire en plus, parce que dans ce qu'on dit toujours, c'est que c'est pas évident de faire rire. C'est pas évident de faire rire et quand tu lâches ta vanne, t'es pas complètement sûr de ce qui va se passer. Ouais. Et le fait que la salle rit, c'est à la fois un soulagement et une rétribution en même temps. C'est bien, moi j'aime bien ce genre de choses. Rétribution plus soulagement dans le même moment, Ouais. quand on veut, hein, on en fait. Bah, écoute, peut-être que voilà, bon, tu fais plein de choses en ce moment, donc tu n'as peut-être pas le temps, mais peut-être que tu pourras te remettre à l'écriture là-dessus. Qui sait? Maintenant que Mais tu il y es a pas. lancé. En plus, non seulement il y a eu ça, et donc ce lancement, parce que c'est quand même un truc énorme de se retrouver dans ce théâtre-là avec autant de monde pour faire ça. Mhm. Mais en plus, du coup, comme ça a bien marché, le spectacle a refait une soirée un peu plus tard, en juin, à l'Auditorium Saint-Germain-des-Prés. Et là, au rappel, Oui. on me dit, on dit, dans la salle, on a Christophe Misraki, le fils de Paul Misraki, il faut qu'il monte sur scène avec nous, etc. Je monte sur scène, on me donne le micro et je Ouais. me retrouve à chanter en duo Ouais. avec Yves Duteil. Oh, génial! Super! Ça, c'est un Et beau alors là, souvenir. s'il restait encore un bout de mur ou de plafond de verre, comme tu dis, Ouais. s'il en restait encore un bout dans un coin, le fait de chanter avec Yves Ah, Duteil, tu connais très bien extraordinaire. Madame la Marquise, Ah, c'est ce joli c'est moment. c'est complètement fou. Ah, je confirme. Donc là, les derniers petits éclats de verre qui restaient encore accrochés, ils sont tombés complètement. Parce que là, pour le coup, non seulement j'étais capable de faire des sketchs, de faire rire, de les jouer, déguiser, etc., mais en plus, je pouvais chanter avec Yves Duteil en public. Mais D'accord. Ouais, c'est une belle ça devient personne, Yves fou. Duteil, hein. Bon, moi, il a bercé une partie de mon enfance avec ses chansons. Oh Et oui, puis très jolie voix, très très douce voix. ouais, Il fait remarquablement bien Les Trois Mandarins, qui est l'une des chansons les plus drôles de mon père. Et lui, il arrive à lui donner une tonalité de tendresse qui est très sympathique. c'est ça, il y a beaucoup de tendresse, hein, Ouais, ouais, chez il y a cet beaucoup homme. de tendresse. Alors, l'autre sujet dont je voulais parler avec toi, c'était, alors, tu sors le premier tome, alors tu vas nous raconter après l'histoire de cette trilogie qui s'appelle Pandemon et dont le premier volume vient de sortir. Mais là où j'ai été surprise, une fois de plus te connaissant, pour moi, tu étais l'homme de communication, bercé par l'univers papa. Et puis, quand je découvre dans l'univers fantasy, et là, je suis complètement surprise. Mais je ne connaissais pas du tout cette facette de toi. Et puis, j'avoue un petit peu mon ignorance de cet univers. Donc, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu qu'est-ce que c'est pour toi cet univers-là, l'univers fantasy. On a parlé de Donjons et Dragons. Je voudrais que tu me racontes l'histoire de ta rencontre avec cet univers-là. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi tu as choisi cet univers-là pour écrire le premier roman? Ah, ça nous fait remonter au début des années 80, dis donc, hein. je, je fais faire des. On est un peu comme sur le divan, là, tu sais. Oui, c'est ça. Vous avez 3 heures? Vous savez. Non, non, mais je suis curieuse parce qu'en plus, je me dis qu'il y a plein de gens. Moi je suis dans le partage, donc je me dis qu'il y a plein de gens comme moi qui finalement ne connaissent pas du tout cet univers. Et puis, c'est bien que quelqu'un vienne leur raconter un petit peu et les fasse rêver avec cet univers-là. Alors, fais-nous rêver, Christophe. Donc, on est au début des années 80. Mon cousin Germain revient des États-Unis où Oui, il a trouvé ce jeu qui se présente à cette époque-là sous la forme de 3 livres extrêmement épais de règles, oui, plus des jeux de dés incroyables avec des dés à 4 faces, à 6 faces, à 8 faces, à 10 faces, à 12 faces et même un dé à 20 faces, d'accord. et du papier, un crayon, une gomme. Ok. Et le principe de ce jeu, c'est que l'un des participants est le maître du donjon. Il a sous les yeux un scénario complet
avec tout le plan, ce qui se passe dans chaque pièce, etc. Et il le met en scène pour les personnes qui sont autour de la table et qui ont chacun choisi un personnage. D'accord. Et donc, il se crée une dynamique de groupe entre les personnages. On essaye de bien faire jouer les choses quand on est maître du donjon. Et cette dynamique entre les personnages se fait donc entre un elfe, un gnome, 2 humains et un semi-elfe. Les uns sont magiciens, les autres sont guerriers, etc. Et le meneur de jeu les plonge dans l'aventure en leur racontant, à l'aide de ce qu'il a devant les yeux, ce qui se passe autour d'eux, ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils peuvent entendre. Et progressivement, ça construit une aventure. Le problème que j'avais, moi, à cette époque-là, c'est que comme mon cousin m'avait ramené ça des États-Unis, il n'y avait pas de scénario en France. D'accord. Et donc, il a fallu que j'invente des scénarios et que je fasse jouer. Donc, j'étais pratiquement tout le temps maître du donjon, j'étais jamais joueur, parce que personne ne connaissait. Donc, j'ai fait jouer plein de monde à Donjons et Dragons en étant un des premiers. Tu es un ambassadeur français de Donjons et Dragons. Voilà, il se trouve que j'ai été, mais sans le vouloir, hein, parce que personne ne le fait. Et donc, j'ai inventé des scénarios, ça constituait petit à petit des personnages, des lieux. Du coup, il y avait trois scénarios qui se passaient dans un endroit. Alors, j'ai travaillé un petit peu à décrire cet endroit, la ville d'Hercéfort, que je me suis approprié comme ma ville à moi, que j'ai développée. Puis, j'ai des copains qui ont trouvé ça génial, qui eux-mêmes ont construit leur propre univers. Du coup, j'ai commencé à jouer en tant que joueur parce que j'ai des copains qui avaient commencé à faire des scénarios. Et puis, les scénarios du commerce sont arrivés, ça nous a permis d'en jouer d'autres. Et au fur et à mesure, j'ai construit un monde. Extraordinaire, ok. Et donc, c'est ce monde que je décide un jour, et malheureusement, je suis incapable de me rappeler qui m'a dit « mais tu devrais faire un livre ». Et donc, je me lance. En fait, moi, je pensais plutôt mettre les scénarios en forme pour en faire des scénarios commercialisés pour le jeu. Et on me dit, mais non, tu devrais faire un livre. Et donc, dans La prophétie de l'arbre, le premier tome qui est sorti, tu reprends une partie des scénarios écrits à l'époque ? C'est ça, je me place complètement dans l'univers créé à l'époque, avec des bouts d'histoire des scénarios, oui. Et je construis une histoire complète avec en plus un gros travail. C'est pour ça que ça a pris 12 ans. Il y a eu un énorme travail de nourriture de tout ça. Parce que quand tu fais un monde de fantasy, il faut qu'il soit cohérent. Il faut qu'il soit complet puisque les aventuriers, les héros vont voyager d'un bout à l'autre du monde pour leur quête. Donc, il faut que le monde soit varié et complet. Oui. Et il faut que ce qui s'y trouve ne s'y trouve pas par hasard. On n'a pas le droit à la facilité dans la fantasy. Donc, tout a une intention, se réfère à des légendes, à des histoires anciennes, etc., que tu as inventées et que tu mets toi-même dans ton propre monde. D'accord, donc ça me rappelle vraiment le monde de Tolkien, hein, de l'énorme travail fait par Tolkien à son époque aussi. J'ai un immense respect pour Tolkien, qui est fondamentalement mon maître d'écriture sur cet exercice, oui. Ça, c'est clair. Tu sais que là où c'est drôle, c'est qu'en plus, cette histoire de parution, d'édition du livre aux éditions du Fleuve, elle provient de l'ensemble de l'année Paul Misraki dont on vient de parler avant. D'accord. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure au tout début de l'émission, quand j'ai fini ces 12 ans d'écriture des 3 tomes de Pan Daemon, j'ai tout rangé dans un tiroir et j'en ai plus rien fait parce que c'était mon plafond de verre. Et là-dessus, donc, on fait l'année Paul Misraki, ses événements, ses opérettes, etc. Et donc, j'ai droit à une rencontre avec le journaliste Bertrand Dical de France Musique. Oui. Et on parle. Ça se passe à La Baule. Et au détour d'une phrase, je dis, oui, par ailleurs, j'ai écrit une trilogie de fantasy finie, vous voyez, j'en ai rien fait. Et là, j'ai la compagne de Bertrand Dical, Anne-France Renaud, qui travaille aux éditions du Fleuve, qui apparaît soudain et qui me dit « Mais vous avez écrit un roman d'heroic fantasy français complet. Mais attendez, vous savez que ça nous intéresse ? Je vous explique ce que je fais. » Et c'est là qu'elle m'explique qu'elle travaille aux éditions du Fleuve. D'accord, extraordinaire. Et donc là où c'est drôle, c'est que l'explosion du plafond de verre que m'a permis Isabelle Tavot entraîne de façon directe. Il a un écho une deuxième fois, très rapidement après. Voilà, en libérant de sa prison mon roman. D'accord. Oui, parce que finalement, tu en parles.
Tu en parles, donc si tu t'autorises à en parler, c'est peut-être que sans espérer du tout à ce moment-là qu'il se passe quelque chose d'extrêmement Ah concret. oui, incontestablement, je n'avais aucune idée cachée dans le fait d'en parler. Ouais. Non, tu n'avais, voilà, c'est ça. Et surtout, tu commençais à le ressortir du tiroir, au moins en parole. Tu en Voilà, parles. tout à fait, Tu te dis, bon, quand je absolument. m'autorise à en parler, c'est que bon, bah, je commence un peu à le ressortir du tiroir en me disant qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire. C'est très important ce que tu es en train de dire là, je soutiens à 100%. Mm. Si on se met à parler de quelque chose, c'est qu'on est prêt à le faire. Voilà, c'est ça. Et c'est important. Et là, faut savoir s'écouter et laisser partir les mots. Excellent. Et qui est important pour Mhm. toi. Et là, tu trouves un écho, pour le moins finalement extrêmement direct, extrêmement direct et qui te permet aujourd'hui de publier ce livre. Alors, pour terminer, on a parlé de pas mal de choses pendant notre entretien, mais ce qui est ressorti de façon assez directe et ce qui ressort souvent, parce que j'ai l'habitude de te côtoyer sur les réseaux sociaux, c'est ton amour de la musique pour Pink Floyd, qui est un groupe qui t'a profondément marqué, qui t'a accompagné. Et j'aurais aimé que tu nous racontes en quoi ce groupe te révèle à toi-même, est un révélateur de ta sensibilité. Ça remonte à l'époque où on allait à la Fnac dans des petites cabines pour écouter le disque que le vendeur Fnac mettait sur une platine, un Oui. disque vinyle bien sûr. Et j'ai découvert, j'ai découvert Pink Floyd à l'occasion de Dark Side of the Moon dans une cabine de magasin Fnac. C'est le type qui me dit, mais attendez, il faut absolument que vous écoutiez ça. Uh-huh. Et effectivement, Dark Side of the Moon, ça me touche mais immédiatement. Et je me dis, mais ça, alors là, c'est formidable parce que c'est mélodique Oui. et en même temps, c'est super, c'est jeune, c'est pour moi, ça me correspond. Ouais. Et donc, j'ai l'impression à ce moment-là que je peux me créer une petite bulle musicale Ouais. dans un appartement où, Il y a le silence. comme on le disait tout à l'heure, il y a le silence et puis sinon, il y a la musique de mon père. Ouais. Et donc, j'obtiens à Noël qu'on m'offre un casque et j'écoute donc Pink Floyd au casque. Euh, et puis arrive ensuite l'extraordinaire Shine on You Crazy Diamond, J'adore. qui, elle, alors là, est juste extraordinaire. Et ce que j'ai trouvé fabuleux dans cette musique, c'est que d'abord, c'est que de l'innovation, tout est innovant. Il y a toujours des recherches de sonorité qu'on ne trouve pas ailleurs et qui sont toujours extraordinaires. On invente des instruments de musique. En même temps, c'est très mélodique et en même temps, ça permet de s'immerger dans un univers tellement les chansons sont longues. Un Pink Floyd, ça fait pas 3 minutes. Hein. Pink Floyd, ça fait 7, 9, 15, 23 minutes pour celle que je préfère, Echoes. Echoes, qui est vraiment un chef-d'œuvre de 23 minutes, une face entière de vinyle. Et je me sens emporté dans un univers innovant et moderne à l'époque. Ce qui fait que je me trouve dans mon endroit à moi en termes de musique. C'est-à-dire Et que c'était tu vois, puissant. finalement, il y a l'univers fantasy, il y a l'univers Pink Floyd. C'est-à-dire que là aussi, c'est un univers à part entière. C'est vrai. Hein? C'est très juste ça. Je C'est me créais des univers. des bulles, Hein. hein, des Je me suis univers, créé des bulles, tu as tout à fait raison. Il y avait le football aussi qui était une autre bulle, mais bon, on va pas faire ça. dans un prochain épisode. Ouais, ouais. Et donc les Floyd, alors là pour le coup, je suis devenu vraiment fan. J'achetais des livres sur eux, j'essayais de comprendre comment ils marchaient, pourquoi, qui était qui, leur dispute, leur séparation un peu étrange avec ce disque de Roger Waters, Perform by Pink Floyd, qui était pour moi le symbole de ce qu'il faut pas faire. Et quelques temps plus tard, il y a eu le fameux concert que tu voulais que Oui, il faut que tu racontes. j'évoque parce que c'est un truc de fou. C'est le concert de Versailles 88. C'est très difficile de s'imaginer ça maintenant. Je suis pas sûr qu'on pourrait le faire. Je parle pas du Covid. Je parle même de la façon dont on envisage la sécurité. Il faut s'imaginer la place d'Armes devant le château de Versailles, Uh-huh. entièrement libérée pour pouvoir mettre 80 000 personnes. La Seine qui barre toute la largeur de l'avenue de Paris et toute la hauteur des immeubles de l'avenue de Paris. Uh-huh. Et le château dans notre dos, donc, qui progressivement, au fur et à mesure de la soirée, va commencer à s'éclairer. Uh-huh.
Et on a droit là à un concert de 3 heures, de plus de 3 heures, Oui, plus de 3 heures de musique, oui. dans cette ambiance formidable de 80 000 personnes sur la place d'armes du château de Versailles. Mhm. Et les Floyd, en terminant le concert, après les rappels, nous disent, c'est pas tout à fait fini, retournez-vous. On se retourne, ils éteignent tout, et ils nous offrent un feu d'artifice sur le château de Versailles. C'est puissant, D'accord. véritablement puissant. Est-ce qu'il y a Et des vidéos sur YouTube de ce concert? oui, on trouve, c'est dommage parce que c'est pas très satisfaisant. On en trouve. On en trouve? Pink Floyd Versailles, on peut trouver en effet quelques Ouais, extraits. j'ai regardé, Euh, ouais. c'est des extraits d'amateurs. Bah, Mais ça permet pour ceux qui y étaient, ça permet de retrouver l'atmosphère et de retrouver les choses. Mais c'est difficile, je pense, de trouver une vidéo où on trouve ce cochon gigantesque ah, dont les yeux sont des phares de ah camion oui, tu m'avais dit ça, oui. euh, qui passe au-dessus de nos têtes entre deux grues télescopiques immenses. Ouais. Ça, je crois pas que je l'ai jamais revu en vidéo, même si ce cochon, on le trouve dans tous les concerts de Pink Floyd après. Donc, dans tous les DVD officiels, on le retrouvera, ce cochon. Mais celui de Versailles, on l'a pas. J'ai jamais trouvé, en tout Bon, cas. écoute, on va chercher le cochon de Versailles. Euh, alors, donc pour terminer, je voulais te poser la question que je pose à tous mes invités, puisqu'il est question de rencontre. Si tu pouvais dîner, passer un moment privilégié avec un homme, une femme du passé, du présent, un personnage réel ou un personnage fictif, avec qui aimerais-tu passer ce moment privilégié, ce dîner? J'ai mis beaucoup de temps à me mettre dans le bon sens pour cette question-là. Vas-y, explique-nous. Et puis, je suis tombé sur Barack Obama. Ah, bah oui, ok. Et je me dis que ça, une soirée avec Barack Obama, Il est extraordinaire, hein, ça doit être extraordinaire. Parce que ce type a véritablement une vision. Et quand on lit son livre, son tome 1 actuellement, Oui, là, on comprend à quel point il doit en permanence composer entre sa vision et toutes les résistances, notamment celles des hommes politiques de son propre parti et du parti d'en face, mhm, et tous les compromis qu'il est obligé de faire par rapport à sa vision, pourquoi il les fait, comment il les fait, ce qu'il finalement réussit à obtenir. Et c'est très, très intéressant. Par ailleurs, le personnage a une hauteur de vue, une vraie vie, si je puis dire. Il n'était pas sur le chemin le plus direct pour aller vers la présidence des États-Unis. Et ça le rend extrêmement différent et ça fait un bien fou. Et je pense qu'une soirée avec lui doit être dopant, véritablement dopant. ouais, je comprends tout à fait ton ressenti. C'est avant tout un écrivain et dans la façon dont il a tenu à être présenté sur ce livre, c'était avant tout dans sa qualité d'écrivain et toute sa promo même autour de ce bouquin. C'est pas son premier livre, c'est pas un président qui écrit un livre comme beaucoup de présidents ont pu le faire. Simplement pour parler de ses années d'exercice de pouvoir. Il a une vraie plume. Il a Oui, beaucoup écrit avant. c'est très Avant. bien écrit. C'est très plaisant à lire, c'est très bien écrit. Mhm. Et c'est un homme fou de littérature qui a une humanité Et c'est très extraordinaire en plus. humanité formidable, vision du monde très intéressante, Mhm. capacité à rendre clair des problématiques complexes, beaucoup de pédagogie. Ouais. Et pas au sens où on l'utilise, il faut faire de la pédagogie aujourd'hui. Non, c'est pas cette pédagogie-là. Mhm. C'est la vraie capacité à rendre les choses complexes, simples, accessibles. Mhm. Et c'est frappant. Donc moi, je me vois très très bien une soirée avec un bon apéro et un after, hein, parce que c'est trop court un dîner. D'accord. Oui, oui, non, prendre le temps. Ouais, bah, j'avoue que j'adorais aussi, hein. C'est quelqu'un que je trouve passionnant. Tellement de choses et il a une humilité, une simplicité en lui. Eh bien, écoute, Christophe, est-ce que tu as un dernier mot à ajouter sur toutes ces rencontres qui t'ont accompagné, qui t'ont permis de te projeter, de te créer des univers, des échappatoires? Chaque fois, tu te fais le monde un petit peu plus beau, C'est très vrai. hein? C'est très vrai.
Non, mais c'est vrai qu'on. Non, moi, je voudrais juste conclure en disant merci Isabelle, mais aussi Cécile, Fred, Joël, Eric et Xavier. Et merci Bertrand et Anne-France. Et merci à tous ceux qui ont été là pendant ces moments de grands changements et pendant ce décollage après l'explosion des murs. Parce que c'est vraiment d'avoir pu compter sur cette bienveillance, cette énergie, cette confiance à chaque fois Mhm. qui fait qu'on fait le pas de plus, quoi. Et que même si c'est attractif, il y a plein de freins qui tombent grâce à eux, grâce à l'autre. Mhm. Et c'est ces rencontres que je voulais vraiment remercier et souligner parce que c'est clé. Il n'y a que comme ça qu'on avance. Merci beaucoup, Christophe. À très bientôt. Et puis, on va, dans le descriptif de l'épisode, je mettrai en lien ton bouquin et puis peut-être le cochon de Versailles. Je vais chercher. Hein. Merci encore et à très bientôt. Eh ben oui, à très bientôt à tous. Au revoir.